Bonsoir à toutes et tous à cette webconférence sur la personne de confiance, les directives anticipées, les soins palliatifs et la fin de vie, qui sont des sujets qui ne sont pas forcément simples. Et justement, c'était important pour nous, avec Laure, de vous proposer ce sujet justement pour bien vous informer grâce à nos deux expertes intervenantes pour pouvoir faire des choix éclairés, libres et être correctement accompagnés. Donc, ce soir, nous avons la chance d'être entourés du docteur Traguer. Bonsoir, docteur Traguer. Donc, vous êtes chef de service de soins palliatifs à l'Institut Curie. Bonsoir, merci beaucoup. Et Sarah, bonsoir Sarah. Donc, vous, Sarah Dumont, vous êtes fondatrice de Happy End et donc vous allez nous expliquer et nous présenter ce que vous faites. Voilà, je laisse la parole à Laure et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne conférence. Bonsoir, alors moi je suis aussi ravie d'aborder avec vous ce sujet. C'est un sujet en fait qui nous touche tous en fait quand on est concerné par un diagnostic de cancer et puis au-delà du cancer, même dans nos vies de proches, dans la vie tout court, puisque si on est vivant, c'est aussi qu'on va mourir. Donc on est tous concernés un jour ou l'autre, malheureusement par cette réalité. Maintenant, c'est vrai qu'on vit souvent sans y penser. Et la maladie, notamment, nous amène à se poser des questions. Alors, j'ai préparé quelques slides parce que c'était quand même pas évident d'avoir un témoignage en direct de personnes concernées vraiment par ces questions aujourd'hui. Par contre, je voulais vous montrer un petit peu comment on en parle et comment ça se discute, entre guillemets, aussi sur nos réseaux, Mon Réseau Cancer. Donc, juste pour rappel, Passer en réseau est une association digitale qui propose, le cœur de notre activité, c'est de proposer donc Mon Réseau Cancer, qui représente finalement des communautés de patients et de proches aidants en ligne sur des réseaux sociaux privés. Hein, donc, c'est vraiment des cocons à part, c'est notre code et qui permettent en fait d'échanger entre pairs sur différents sujets. Puis par ailleurs, on participe à des projets innovants et à porter la voix des patients auprès des instances dans la démocratie en santé en général. Et donc, en fait, sur ce réseau, on va pouvoir échanger, se sentir moins seul, justement se sentir aussi compris dans ces questionnements. On va retrouver des dossiers d'information, on va retrouver des ressources utiles et des événements comme cette webconférence de ce soir. Alors, en fait, comment faire? C'est pas si simple et ça nous pose question, nous, dans l'équipe d'animation de cette association, hein, pour faire vivre ces réseaux. Voilà un petit peu comment ça se présente à nous, en fait. Déjà, alors nous, on est tous concernés, ou on a été concernés par un cancer. C'est vrai que le diagnostic même du cancer fait peur et renvoie immédiatement au fait qu'on est mortel. Donc, on a tous ce sentiment de... qu'est-ce que c'est que ce cancer et est-ce que je vais mourir de ce cancer et est-ce que je vais mourir vite en fait. Donc ça, c'est vrai que c'est très violent. Maintenant, on est aussi très nombreux à guérir de nos pathologies. Donc finalement, cette peur, elle s'éloigne un tout petit peu et voire complètement, ou en tout cas, elle redevient un petit peu comme pour, entre guillemets, les bien portants. Et puis pour toutes celles et ceux qui vivent avec des maladies plus avancées, métastatiques, on fait aussi beaucoup de progrès. Donc, on est aussi très nombreux sur nos réseaux à vivre de plus en plus longtemps avec des maladies avancées et malgré tout, d'ailleurs, de mieux en mieux. Et donc, là aussi, c'est pas toujours simple de savoir quand et à qui en parler finalement de cette fin de vie. Et on a peu de repères par rapport à ça et on n'a probablement pas tous les mêmes envies et les mêmes, j'allais dire, les mêmes souhaits. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Alors, j'ai demandé à Corinne si je pouvais reprendre, j'allais dire, ce qu'elle a écrit il y a quelque temps sur le réseau. Et voilà ce qu'elle a mis. Donc, c'est un post, hein, c'est un extrait de son post où elle met « Attention, question relative à la fin de vie. Je ne veux gêner personne ici et le cas échéant, n'hésitez pas à zapper mon message. Le sujet est sensible et la seule lecture de certains mots peuvent être éprouvante selon l'état dans lequel on se trouve. Je précise juste que j'ai besoin, pour ma part, de mettre à plat ces choses pour des raisons familiales et en ayant toutes mes neurones, ou presque, car j'ai fait l'expérience qu'on peut très vite partir en cacahuète. » Donc, question 1. Avez-vous établi vos directives anticipées? Où avez-vous trouvé de l'aide pour éclaircir certains aspects techniques? Votre généraliste, interlocuteur dédié dans votre centre, association?
Question 2, avez-vous organisé vos obsèques? De quelle façon? Que faut-il savoir concernant les contrats d'obsèques, notamment en cas de cancer? Donc, on voit vraiment que ce soir, avec nos invités, on va pouvoir répondre à minima à Corinne, mais je pense beaucoup plus largement à beaucoup de personnes qui sont face à ces interrogations, parce qu'on a des mots qu'on commence à connaître, soins palliatifs, directives anticipées, faire des choix, préparer les choses. Oui, mais dans la pratique, comment? Et puis, c'est pas facile d'être seul pour faire tout ça. Alors, nous, à notre niveau, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que donc, dans ces réseaux, mon réseau cancer, sur les différents réseaux, entre guillemets, on discute entre méta. Puisque la majorité des personnes qui vont décéder suite à un cancer, souvent c'est que c'est leur maladie qui a avancé, avancé, avancé et qui finit par malheureusement les emporter. Donc vous voyez, donc on a un groupe, ces groupes ils sont spécifiques à chacun des réseaux. Donc là c'est sur mon réseau cancer du sein, mon réseau cancer gynéco, mon réseau cancer colorectal. En fait, on n'a pas de groupe dédié sur mon réseau cancer du poumon parce que vous savez peut-être aussi que cette maladie, elle est largement diagnostiquée tardivement. Donc finalement, c'est la très grande majorité de tout notre réseau, mon réseau cancer du poumon, qui est concerné par vivre avec une maladie métastatique. Et puis, on va retrouver différents types de dossiers. C'est des petits extraits là voilà, et ça peut être des brochures, des sites, des propositions pour s'informer sur ces sujets-là. On a aussi un groupe qu'on a créé au bout de quelques temps parce que notre association a un peu plus de 10 ans maintenant et donc malheureusement on perd des amis. Parce que ça a beau être sur un réseau social, on se connaît, on échange parfois tous les jours ou en tout cas très souvent entre nous. Donc quand l'un ou l'une d'entre nous décède, c'est très difficile, on perd des amis. Et donc on a décidé de créer un groupe qu'on a appelé Nos Étoiles qui nous permet en fait d'avoir un espace qui est toujours en ligne, donc toujours dans ce même cocon. Mais on va pouvoir annoncer un décès, dire un petit mot, partager un souvenir, en tout cas faire à notre niveau parce qu'on n'est pas forcément en lien avec, j'allais dire, la famille, les amis de la personne. Donc on n'est pas forcément associé, j'allais dire, jusqu'au bout à l'accompagner. Mais par contre, c'est donc un espace qui nous permet, à notre niveau, de dire au revoir et de partager notre peine aussi de perdre un ou une amie. Du côté des proches aidants, vous savez donc que maintenant on a un réseau qui s'appelle Mon Réseau Cancer Proche. Donc là, l'idée c'est que on va pouvoir aussi retrouver un groupe dédié qui s'appelle Perdre un proche, où en fait on va pouvoir venir là pour quand justement ça commence à devenir très très compliqué pour la personne malade et qu'on se rend bien compte que on va approcher de la fin de vie et qu'on ne sait pas très bien à qui en parler. Voilà, et puis on peut aussi s'y retrouver quand on est du coup concerné par le deuil, en tout cas les premières phases où parfois on se rend compte que les gens sont très seuls parce que ils perdent leur être cher, mais ils disent aussi au revoir à l'équipe de soins avec qui souvent ils avaient du soutien. Et puis parfois, autour de nous, les gens sont toujours désemparés par la mort et ils ne savent pas quoi nous dire, donc ils nous laissent tout seuls. Donc on est super tout seuls. Voilà, donc on voit que c'est un espace qui peut permettre aussi ces échanges entre personnes qui ont accompagné un malade, une malade, et qui peuvent du coup s'exprimer en toute liberté dans le réseau en général ou dans ce groupe. Et on retrouve des dossiers aussi spécifiques, notamment, il y a un guide assez récent qui s'appelle Être aidant et après, qui s'intéresse à ce qu'on appelle la post-aidance, justement, qu'est-ce qui se passe après pour le vécu du proche aidant qui du coup se retrouve avec tout ce qui a été traversé. Et voilà, c'est un guide intéressant pour y réfléchir. Voilà, et en fait, je voulais vous partager cette photo parce que vous voyez au milieu, il y a Julie, et ça, c'était au mois de septembre. On était dans le hall de l'Institut Curie pour sensibiliser au cancer gynéco. Et puis, donc, Julie était dans le groupe Méta de mon réseau cancer du sein. Et on croise une autre amie du réseau Méta sein et qui sortait de son hôpital de jour et qui nous dit qu'elle avait, qu'elle était rentrée dans les soins palliatifs et que ça lui avait fait beaucoup de bien. Enfin, donc, elle échange avec tout ça. Et du coup, Julie nous dit, tiens, c'est intéressant, il faudrait peut-être que j'y pense maintenant parce que ça commence à devenir compliqué.
Et puis, quelques minutes plus tard, on croise le docteur Stéphanie Traeger, que j'avais croisée auparavant. Je ne savais pas qu'elle travaillait à Curie. Et elle me dit, ah bah, je m'occupe des soins palliatifs ici. Je dis, ah bon, bah alors du coup, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, qu'on vient justement d'en parler. Donc, cette petite photo, c'est pour dire que c'est vraiment... moi, j'avais été très touchée du fait que cette autre patiente nous ait dit que ça avait été compliqué pour elle de faire le pas, d'aller vers la consultation, mais qu'elle s'en sentait vraiment mieux, que ça l'aidait vraiment. Donc, voilà, vous allez nous expliquer, docteur, ce que c'est que les soins palliatifs et quand est-ce qu'il faut toquer à votre porte ou quand est-ce qu'on doit en parler ou peut-être inciter au dialogue avec nos médecins pour être orienté vers votre département ou vos départements dans les autres établissements. Et, et voilà, et aussi dire que voilà, c'était une façon aussi pour moi de rendre hommage à cette amie très gaie, très pleine de peps qui voyait jusqu'au bout de sa vie et tant qu'elle avait l'énergie à participer à plein de choses avec nous. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée sur ce sujet difficile et en même temps plein de vie. Et je passe la parole sans plus attendre au docteur Traeger. Merci beaucoup. Merci beaucoup Laure et Oriane donc, de m'avoir invitée pour parler de cette thématique. Alors, il est vrai que il y a un petit côté entre guillemets plombant, hein. On se dit oh là là, ça va être douloureux, ça va être difficile. Et en fait, on parle avant tout de vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, à travers le témoignage là de Laure, est essentiel. Je vois beaucoup de patientes qui arrivent très inquiètes à l'idée de rentrer dans une consultation de soins palliatifs et qui en sortent bien tellement plus détendues que ce qu'elles étaient rentrées. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive tous ensemble aussi à casser cette image très négative. Oui, bien sûr, les soins palliatifs, c'est aussi la fin de vie et ça peut être la prise en charge et l'accompagnement jusqu'au décès, mais c'est pas toujours que ça et c'est ce que je vais vous présenter là aussi aujourd'hui en faisant une présentation assez courte pour quand même laisser place aux discussions. Parce que j'ai bien compris que ce qui était important, c'était aussi qu'on puisse échanger ensemble. Donc, en fait, moi, je suis en effet responsable des soins palliatifs sur le site de Paris. Vous avez mon homologue est le docteur Agnès Moura sur le site de Saint-Cloud pour l'Institut Curie et qui donc fait la même chose que nous. Et donc, il y a vraiment deux prises possibles en charge de soins palliatifs sur les deux endroits. Alors, un petit rappel de ce que sont les soins palliatifs. Ça, c'est la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a été proposée en 2002. Donc, c'est pas tout récent, hein. Les soins palliatifs, leur objectif, c'est d'améliorer avant tout la qualité de vie des patients et de leur famille. Et ça, c'est très important, et de leurs proches, puisqu'on sait bien que ça va impacter tout l'environnement, de savoir qu'on est atteint d'un cancer et de savoir qu'on est atteint d'un cancer métastatique et que donc on va peut-être un jour décéder de cette maladie. Donc, on va prendre en charge les conséquences de cette maladie et on va essayer de prévenir. Et ça, c'est extrêmement important d'être dans la prévention. Pas attendre de souffrir pour toquer à la porte des soins palliatifs, puisque c'est la question de Laure de dire quand est-ce qu'on vient toquer à la porte, mais venez sous n'importe quel prétexte. N'attendez pas de souffrir, que ce soit psychique ou physique, pour poser vos questions et pour se renseigner. Et parfois, il suffit juste d'une seule consultation. Finalement, on s'apaise assez vite quand on a les réponses à nos questions et que c'est beaucoup moins flou. Et finalement, on sait aussi à quelle porte on doit toquer quand ça ira éventuellement moins bien. Donc, on va bien sûr traiter la douleur, mais pas que, tous les autres problèmes qui vont être liés soit à la maladie, soit aux effets secondaires des traitements, que ce soit la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, l'immunothérapie, tout
tout ce qu'on peut imaginer de séquelles des traitements anticancéreux. Et puis, vous voyez que c'est vraiment une prise en charge dans toutes les dimensions, que ce soit une dimension donc de symptômes physiques, mais aussi une prise en charge psychologique et spirituelle, puisqu'on traite vraiment, on s'occupe vraiment du patient dans sa globalité et avec son entourage. Alors, je vous ai un peu parlé de ces soins palliatifs que nous, on nomme précoces, c'est-à-dire ne pas attendre, surtout ne pas attendre d'être en fin de vie pour toquer à la porte des soins palliatifs, et essayer déjà de pouvoir discuter de ce qui fait peur, de ce qui est important aussi pour soi, des choses qu'on veut absolument garder, par exemple, une prise en charge à la maison, entouré de ses proches, et bien, évidemment, tout ça, c'est des choses qui s'anticipent. Et puis, parfois, en parlant, on se dit que finalement, c'est peut-être pas la meilleure option. Et ça permet aussi de changer d'avis, ça permet de discuter aussi entre nous, de faciliter le dialogue avec nos familles, parce qu'on n'a pas toujours envie non plus de discuter de ça. On a peur de faire de la peine à son entourage, à sa famille, et du coup, il n'est pas forcément aisé d'en discuter. Et c'est vraiment l'endroit des consultations de soins palliatifs précoces pour pouvoir discuter. Il n'y a pas de sujet tabou. Et on sait qu'en faisant précocement des soins palliatifs, c'est-à-dire qu'on peut être pris en charge pour un cancer du sein métastatique, par exemple, ou un autre cancer métastatique. On sait qu'on ne va pas guérir de la maladie. On a un traitement de chimiothérapie, de radiothérapie ou un autre traitement. Et on peut aussi être pris en charge par les soins palliatifs de façon conjointe. Donc, en fait, on rentre pas, il y a toujours ce côté, on rentre, à partir de maintenant, on rentre dans les soins palliatifs, on rentre dans le dur, mais en fait, non, ça devrait être réalisé et mis en place à partir du moment où on sait qu'on ne va pas guérir la maladie, mais on peut vivre longtemps de cette maladie et avec cette maladie, sans en guérir forcément. L'équivalent des soins palliatifs, c'est les soins de support. Donc, je pense que vous en avez déjà peut-être discuté sur des webinaires. Les soins de support, ça intègre les soins palliatifs, mais ça va bien sûr être des soins qui peuvent être accessibles à tous les patients, y compris les patientes qui vont guérir et qui auront des séquelles de leur traitement. Nous, les soins palliatifs, on s'occupe vraiment des patients pour qui on sait que la maladie va être présente, qu'elle ne va pas guérir, mais qu'on va vivre avec. Et l'objectif, ça va être d'améliorer la qualité de vie. Et ce que je vous ai mis sur cette diapo, en fait, ce n'est pas moi qui le dis, c'est toutes les études internationales qui montrent que plus on rencontre une équipe de soins palliatifs, que ce soit des médecins, que ce soit des infirmières ou des psychologues, eh bien, plus on va améliorer sa qualité de vie, parce qu'on va aussi réduire des symptômes douloureux, par exemple, ou d'autres symptômes de gêne respiratoire, et tous les à côté des séquelles. Donc, on va augmenter sa qualité de vie. On va parfois aussi, dans certaines études, c'est montré augmenter la survie globale, et ça, je pense qu'on n'en a pas du tout conscience, et que souvent, moi, j'ai des patientes qui me disent « Ah, je vais en soins palliatifs, c'est presque une perte de chance ». Et en fait, non, c'est un gain de chance, frapper encore plus fort, puisque vous pouvez même augmenter votre survie indépendamment des traitements de chimiothérapie, de radiothérapie et des traitements anticancéreux. Donc, quand on voit ça, on a vraiment envie de proposer à tous les patients qui ne vont pas guérir de leur maladie, d'avoir un accompagnement le plus précocement possible. Ça a un impact aussi sur la qualité de vie des proches, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va aussi se soucier des proches et les accompagner. Donc, c'est des consultations où on accueille absolument tout le monde. Bien sûr, c'est le patient qui décide de qui il a envie, avec qui il a envie d'être accompagné, mais on peut sans problème recevoir un couple, une famille en consultation.
L'objectif aussi de ces consultations, c'est de favoriser ces fameuses discussions anticipées. Alors, vous voyez que là, je ne prends pas le terme de directive anticipée, on va en parler après. Les discussions anticipées, c'est toutes nos représentations autour de la fin de vie, toutes nos représentations autour de la douleur aussi, autour de la maladie grave, ce que nous véhicule aussi la société et parfois aussi notre entourage. Et du coup, on a parfois des représentations terribles en se disant de toute façon, j'ai tel cancer, je sais que je vais mourir dans d'atroces souffrances. Alors que ce n'est pas du tout la réalité. Et donc, c'est extrêmement important de pouvoir partager ça, parce que si on ne le partage pas, ben, on ne peut pas savoir que ce n'est pas la réalité. Et que s'il y a d'atroces souffrances, eh bien, il y a des moyens de prise en charge et qu'on peut les mettre en place et qu'on peut être accompagné pour ça. Donc, vraiment, je dirais qu'aujourd'hui, il faut aller taper à la porte le plus rapidement possible sans aucun tabou et en se disant que ça va apporter un bénéfice. Donc, les soins palliatifs, c'est qui? Je vous l'ai dit un peu, c'est des médecins, bien sûr, mais c'est des infirmières. C'est toutes d'autres infirmières, comme par exemple les stomatologues, les infirmières. Chez nous, on a une unité de plaies et cicatrisation qui vont justement aider à la prise en charge des plaies, que ce soit à l'hôpital ou à domicile. C'est les kinés, c'est tous les soins de support qu'on retrouve en général. Hein. C'est les assistantes sociales, les psychiatres, les psychologues, les diététiciennes, les bénévoles, les éducateurs sportifs. Hein. Voilà, la liste est longue, puisqu'on sait que la maladie, elle peut impacter plein de dimensions et que donc c'est extrêmement important d'être plusieurs pour pouvoir prendre en charge toutes ces dimensions le mieux possible. Alors, les aidants, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces aidants? Tout à l'heure, je vous disais aussi qu'on accueillait en consultation, mais on peut accueillir aussi les proches en hôpital de jour de soins palliatifs pour avoir plus de temps et comprendre aussi, on n'est pas tous dans la même temporalité. Parfois, le patient sait des choses, parfois la famille en sait d'autres. Et puis, on n'arrive pas à se rencontrer parce qu'on a du mal à en parler. Donc, c'est aussi le lieu pour mettre parfois à plat des situations compliquées. Évaluer aussi des solutions de répit. On peut être fatigué un temps et puis décider d'être hospitalisé, même en unité de soins palliatifs, dans un objectif de permettre à l'entourage aussi de souffler un peu parce qu'à la maison, ça devient de plus en plus compliqué. Ou alors parce qu'il y a un symptôme qui est difficilement adapté à la maison et du coup, on a besoin d'une équipe hospitalière. Et puis, quand les choses vont mieux, eh bien, on regagne le domicile avec parfois une hospitalisation à domicile ou pas. Après, ça dépend évidemment des besoins. Mais donc, on peut avoir ces solutions de répit, ces solutions d'hospitalisation pour que à la fois la personne malade, mais aussi les proches puissent souffler et se poser lorsque c'est nécessaire. Et puis, prendre soin des aidants, c'est permettre à la personne malade d'être aidée aussi le mieux possible et le plus longtemps possible. Et donc, c'est vraiment majeur de s'occuper des aidants. À Curie, on a la chance d'avoir un atelier d'éducation thérapeutique pour les aidants qui s'appelle Entre aidants. Donc ça, c'est la fiche qui est distribuée à Curie. Vous voyez que c'est des ateliers qui se déroulent en petits groupes d'une durée de 3 heures, qui sont proposés soit en présentiel, soit en distanciel. On peut faire les deux, ce qui parfois aussi est compliqué de se rendre disponible en présentiel pour de l'entourage qui travaille ou qui va s'occuper aussi des enfants, de la famille. Donc évidemment, il faut qu'on ait aussi cette souplesse-là. Et on va définir, exprimer ce que c'est que son rôle de proche aidant, à être informé des ressources quand on rencontre des difficultés. Et donc, il y a plusieurs étapes comme ça qu'on propose aux proches aidants qui le souhaitent. Ça, c'est un petit flyer sur l'éducation thérapeutique, puisque tout ça, ça rentre aussi dans des programmes d'éducation thérapeutique. Et on propose aussi sur Curie des programmes d'éducation thérapeutique pour les patients qui le souhaitent, sur plein de thématiques différentes. Et on propose aussi des patients qui sont métastatiques
d'intégrer ces ateliers et on va parler d'un certain nombre de symptômes, de prise en charge. On va essayer de comprendre aussi ce qu'est la maladie, c'est quoi une métastase par exemple. C'est vraiment des endroits où on peut aussi se poser ces questions. Mais là, c'est souvent un travail en groupe. Alors, on fait un bilan éducatif, mais c'est souvent un travail en groupe, ce qui est différent de la consultation de soins palliatifs où on va être pris en charge de façon individuelle. Alors, j'accélère un peu, mais quand même, je donne quelques infos sur la personne de confiance, puisque c'est quand même quelque chose qui ressort régulièrement. On en parle beaucoup, mais finalement, on ne sait pas grand-chose sur cette personne de confiance. La dernière fois, j'avais un patient qui disait bah, c'est la personne qui va gérer toute l'administratif. Non, en fait, c'est bien plus que ça. Une personne de confiance, c'est quelqu'un qui va nous représenter si nous ne sommes plus en mesure de nous exprimer. Donc, il est fondamental que la personne qu'on désigne comme personne de confiance soit informée de nos souhaits. Souvent, on ne discute pas finalement de ce qu'on souhaiterait avec la personne de confiance. Et du coup, bah, c'est évidemment embêtant de mettre aussi cette personne de confiance peut-être en difficulté si on n'est plus en état de s'exprimer parce qu'elle ne saura pas forcément ce qu'on aurait souhaité dans cette situation. Une personne de confiance, ça ne s'exprime pas à votre place. C'est-à-dire qu'encore une fois, si vous êtes en mesure de vous exprimer, c'est bien vous vers qui on va aller, c'est vous qui serez au centre. Donc, en aucun cas, la personne de confiance ne va décider à la place du patient. Hein. Et la personne de confiance n'est pas responsable de la prise de décision médicale. Ça, c'est important aussi de le rappeler. C'est vraiment le médecin qui va s'appuyer sur des éléments et qui peut demander à la personne de confiance des informations concernant le malade qui n'est plus en état de s'exprimer. Et c'est bien le médecin qui va être responsable ensuite de la décision médicale. On en vient aux directives anticipées. Alors, les directives anticipées, c'est un document écrit sur lequel on va mettre nos volontés, nos souhaits. Alors, ça peut être sur sa fin de vie, mais pas que. Hein, on peut aussi élargir ces directives. L'objectif, c'est toujours d'avoir pu exprimer ses souhaits. Si on n'est plus en capacité de le faire, eh bien, on va s'appuyer sur ces directives anticipées. Et ce qui est important à savoir, c'est que les directives anticipées priment sur ce que peut dire la personne de confiance. C'est-à-dire que si vos directives anticipées sont claires et qu'elles sont adaptées à la situation, eh bien, et que vous n'êtes plus en état de communiquer, c'est les directives anticipées qui vont être consultées avant la personne de confiance. Hein. C'est vrai que la personne de confiance, on va y avoir recours, par exemple, quand il n'y a pas de directive anticipée. Donc, toute personne majeure peut rédiger ces directives anticipées. Il n'y a pas besoin de les faire enregistrer chez le notaire. J'ai eu des fois des questions comme ça. C'est vraiment très, très simple. Vous pouvez le faire sur papier libre, sur une page blanche. À partir du moment où vous datez et vous signez, eh bien, ça suffit. Pour être des directives anticipées, mais vous pouvez aussi vous faire aider de modèles, dont celui du ministère de la Santé, qui est téléchargeable. Et une chose importante, c'est que ces directives anticipées, elles sont modifiables à tout moment. Vous pouvez écrire plusieurs directives anticipées tout au long de votre vie. Vous pouvez les modifier, vous pouvez les annuler, vous pouvez les modifier partiellement. Enfin, il y a toute une évolution possible parce que quand on entre dans une maladie, peut-être que on n'estime pas forcément l'évolution de cette maladie et puis on va soi-même changer en fonction de ce qu'on va vivre, je dirais humainement, que ce soit dans la maladie ou aussi avec ses proches. Et donc, il y a des choses qui peuvent évoluer et c'est important de faire évoluer ces directives. Donc, c'est en aucun cas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de rédiger vos directives. C'est juste un droit et ce droit, il est défini par une loi.
Et puis, pour les personnes qui ont des difficultés pour comprendre la langue française ou qui ont besoin aussi d'informations dans différentes langues, je vous ai mis ici le site, il y a Parlons fin de vie, où vous avez la possibilité de télécharger en cliquant sur le drapeau, eh bien, ce que sont les directives anticipées en anglais, en allemand, en arabe, enfin, il y a beaucoup en espagnol, il y a beaucoup de langues possibles et ça peut être aussi un recours intéressant. Alors, je ne sais pas si j'ai encore la possibilité de parler ou si mon temps s'arrête. Oui. Je vous ai mis quelques phrases qui sont souvent entendues, en tout cas nous, qu'on entend beaucoup en tant que professionnels de santé. Avec est-ce que finalement c'est vrai ou est-ce que c'est des fausses idées qui circulent, comme les soins palliatifs sont réservés aux personnes en train de mourir du cancer. Donc, vous savez maintenant que en fait toute personne peut bénéficier de soins palliatifs à partir du moment où il présente une maladie qui n'est pas guérissable. Bien sûr, les proches peuvent aussi bénéficier de ces soins, de cette prise en charge. Autre idée, on peut seulement recevoir des soins palliatifs à l'hôpital. Alors ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais peut-être qu'on l'évoquera dans les questions. On peut avoir une prise en charge palliative à domicile. Il y a des structures maintenant qui existent avec des équipes mobiles de soins palliatifs territoriales qui se déplacent au domicile des patients. On a aussi ce qu'on appelle des DAC, qui sont des dispositifs d'appui à la coordination qui permettent aussi d'avoir une prise en charge notamment sociale, psychosociale proche du domicile. Donc, on a quand même un maillage territorial en dehors, en plus des infirmières libérales et des médecins généralistes qui parfois aussi sont formés aux soins palliatifs et qui peuvent entrer dans ce maillage. La douleur, ça fait partie de la mort? Eh bien, pas toujours. Ça, c'est une idée très, très forte qui est ancrée en disant on ne peut pas mourir sans douleur. Eh bien non, c'est pas toujours associé. Quand elle est présente, évidemment, on va la prendre en charge, mais c'est absolument pas inéluctable. Alors, c'est vrai que pour la douleur, on va parler beaucoup de morphine. La morphine, c'est un terme un peu générique. Il y a le médicament morphine, mais il y a plein de dérivés morphiniques, de dérivés opiacés. Donc, on a beaucoup de médicaments qui peuvent soulager les douleurs. Souvent, j'ai des patients qui me disent moi, je ne prends pas de morphine maintenant, j'essaye d'attendre un peu parce que on ne sait jamais, après, j'aurai peut-être plus rien et plus rien sera possible pour moi. Et en fait, absolument pas. On a vraiment une grande quantité de traitements maintenant qui nous permettent de changer de morphine si elle est plus efficace, de passer à une autre molécule et inversement. Et donc, on peut être traité très tôt dans sa douleur et c'est même souhaitable pour justement on ait une meilleure qualité de vie et peut-être même augmenter son espérance de vie. Donc, en aucun cas, la morphine, même si on a le mot morphine dans cette morphine, les deux mots, eh bien, ne précipitent pas la mort, c'est-à-dire qu'on va vraiment les utiliser à dose antalgique et qu'il n'est absolument pas question de provoquer la mort avec ces traitements. Il y a énormément de patients qui sont sous traitement morphinique et qui vivent normalement, qui vont faire leurs courses, qui vont chercher leurs enfants à l'école et tout se passe bien. Il y a aussi beaucoup de liens entre la morphine, c'est toujours le cancer. Non, on peut avoir des sciatiques hyperalgiques pour lesquels on va avoir un traitement morphinique de courte durée et c'est vraiment maintenant des médicaments qui rentrent dans la ligne des traitements antalgiques et qui sont une arme possible thérapeutique contre la douleur. Les soins palliatifs sont un aveu d'abandon de la part du médecin. Alors, j'aime bien celle-ci. Ils sont signe que tout espoir est perdu. Je pense que c'est quand même le gros de la représentation, disant maintenant je rentre là-dedans, donc je suis foutu. Et on l'a vu tout à l'heure, non, en fait, l'objectif c'est vraiment de vivre mieux et peut-être même de vivre plus longtemps.
Donc, il n'y a rien qui est perdu. On peut toujours garder espoir. Là aussi, il y a beaucoup de littérature qui montre, même internationale, que en fait, ça ne fait pas perdre l'espoir de rencontrer une équipe de soins palliatifs parce que justement, on va libérer sa parole, on va pouvoir prendre le temps d'être écouté et interagir. Et finalement, on va aussi s'apaiser de ces discussions. Donc, il faut vraiment avoir en tête que on peut garder l'espoir de vivre et notre objectif, c'est l'espoir adapté de vivre le mieux possible. Voilà. Ça, c'était nos contacts, comme je vous disais, à l'Institut Curie, que ce soit sur Paris ou sur Saint-Cloud, vous pouvez nous contacter directement. Hein, vous n'avez pas besoin de passer par un soignant. Vous pouvez toquer à la porte directement et bien sûr, vous pouvez aussi passer par un soignant si vous préférez. Tout est possible et il n'y a pas que Curie qui fonctionne comme ça. Les soins palliatifs, en général, fonctionnent comme ça. Voilà, je vous remercie. Je vais laisser la parole. Merci beaucoup. On va poser quelques questions parce qu'il y en a beaucoup. Et peut-être déjà, merci beaucoup pour ces informations. Alors, c'est peut-être la première question. Est-ce qu'effectivement, les soins palliatifs sont proposés partout, dans tous les établissements? Est-ce que c'est une obligation d'en proposer, par exemple, pour un centre qui s'occupe de soigner le cancer? Est-ce que tu peux préciser ça, puisqu'on a des personnes, évidemment, d'un peu partout Bien sûr. Alors, en fait, pour avoir l'autorisation de traiter le cancer, on doit proposer des soins de support. Ce que je disais tout à l'heure, les soins de support et les soins palliatifs, puisque les soins palliatifs font partie des soins de support. Donc, on doit avoir une prise en charge minimale. C'est ce qu'on appelle aussi le fameux panier de l'INCa. Peut-être que ça, c'est parlant pour certains. C'est des soins de support, donc prise en charge de la douleur, prise en charge des troubles de la sexualité, fertilité, accompagnement psychique, accompagnement diététique. Ça fait partie des soins de base. Voilà. Et donc, on doit avoir accès à ces soins dans les institutions qui traitent le cancer et donc, a fortiori, aux soins palliatifs. Alors, maintenant, vous avez aussi certainement entendu, on a beaucoup parlé des soins palliatifs là, durant ces derniers mois. C'est vrai qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est doté d'établissements comme des unités de soins palliatifs dans tous les départements. Et malheureusement, on a encore beaucoup de départements en France où il n'y a pas d'unité de soins palliatifs, ce qui est évidemment impactant sur la prise en charge. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de soins palliatifs, parce que tout le monde n'aura pas besoin d'hospitalisation en unité de soins palliatifs. Et ce n'est pas parce qu'il n'existe pas d'unité qu'on ne peut pas avoir recours à des équipes comme nous de soins palliatifs. On peut avoir accès à des consultations, on peut avoir accès à des hôpitaux de jour ou bien des structures qui se déplacent à domicile. Merci beaucoup. Merci pour la clarté de votre exposé et des informations que vous avez données. Il y a pas mal de questions sur les directives anticipées. Et c'est vrai que moi-même, il y a 2 ans, j'ai voulu le faire. Et tout n'est pas ou blanc ou noir. Donc, j'ai mis souvent ma personne de confiance. Mais donc, les gens posent la question, en fait, comment répondre quand, voilà, c'est pas complètement ni blanc ni noir. Et aussi, c'est souvent sur une feuille volante. Donc, est-ce qu'il faut l'enregistrer quelque part? Est-ce que mon espace santé de Amélie est suffisant? Voilà. Oui, alors c'est vraiment conseillé, une fois qu'on a rédigé ces directives anticipées, de le diffuser bien sûr à sa personne de confiance, si on en a une, mais là aussi, ce n'est pas obligatoire, hein, on a le choix de ne pas nommer une personne de confiance. On peut l'enregistrer dans mon espace santé, on peut le donner à son médecin généraliste, on peut le donner dans son hôpital ou l'institution qui prend en charge cette maladie chronique. Donc, en fait, l'objectif, c'est vraiment de le diffuser pour que ça puisse être connu et que tout le monde sache qu'il y a des directives anticipées. J'ai mangé, je pense, l'autre question, c'était
Comment on fait, c'est pas tout blanc ou tout noir, les directives anticipées. Alors, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué, hein. On peut pas répondre comme ça, même quand on est bien portant, disant qu'est-ce que je voudrais moi sur ma fin de vie. C'est très compliqué et ça nécessite d'y réfléchir. Et c'est tout l'intérêt de ces consultations de soins palliatifs précoces, c'est qu'on va vous aider aussi à réfléchir. C'est vous qui allez mener cette réflexion, mais on vous accompagne là-dedans pour déterminer ce qui est important. Et souvent, on parle beaucoup de médical, c'est-à-dire qu'on va dire, bah moi, je veux pas d'acharnement. Je dirais que c'est presque 80% des directives anticipées qui sont rédigées comme ça, pas d'acharnement. Mais en fait, pas d'acharnement, ça veut finalement pas dire grand-chose. C'est-à-dire que est-ce que pour certaines personnes, pas d'acharnement, c'est ne pas aller en réanimation, ou au contraire, c'est ne pas être nourri artificiellement. Enfin, il y a plein de choses. Et on ne peut pas demander aux malades, aux patients, de tout savoir sur la médecine, c'est impossible. Donc, en fait, ce qui est important, c'est aussi de donner vos besoins à vous, j'ai envie, par exemple, d'être à la maison le plus longtemps possible. Pour moi, ce qui compte, c'est faire de la musique, c'est faire du piano. Je suis pianiste, c'est mon instrument préféré. Je ne veux pas avoir de traitement qui, par exemple, pourrait perturber ma sensibilité au niveau de mes doigts. Et ça, c'est important. Ou je veux pouvoir jouer du piano jusqu'à la fin de ma vie le plus longtemps possible. Voilà. Enfin, donc, c'est pas, on rentre souvent dans le dur médical, mais les directives anticipées, les discussions anticipées, ça va bien au-delà de la partie médicale. Donc, il faut se faire aider. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on donne la parole maintenant à Sarah. On reprendra un temps de questions après, mais pour que Sarah ait le temps aussi de nous raconter ce qu'elle fait. Moi, c'est un travail que j'ai découvert pour avoir participé moi-même à un apéro un peu étrange dont Sarah va parler tout à l'heure, quand j'ai perdu ma maman. Et en fait, il y a vraiment aussi l'idée de dire que au-delà de l'hôpital et ce qui est proposé par les établissements de soins, il peut y avoir d'autres espaces qui peuvent nous faire du bien et qui permettent aussi de libérer la parole, de se préparer et que même dans notre société, les choses bougent un petit peu plus et qu'on soit moins coincé avec ces questions qui nous font peur. Donc, on passe la parole à Sarah. Vous pouvez continuer à mettre vos questions. On essaiera d'en reprendre un temps d'échange après les quelques slides de Sarah, mais ça va apporter aussi un éclairage complémentaire, je pense, à votre exposé, docteur. Et c'était vraiment formidable déjà d'avoir toutes ces explications. Donc, on continue. À tout de suite. Bonsoir. Écoutez, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Donc moi, je suis Sarah Dumont, je suis la fondatrice de Happy End et de Happy End Lasso, puisqu'on a aussi une association. Moi, j'ai donc créé Happy End parce que j'étais journaliste et j'étais déjà très intéressée par le sujet de la mort. Je trouvais que c'était un sujet dont on ne parlait pas assez et pourtant qui nous concernait tous. Et je proposais très souvent dans ma rédaction des sujets autour de la thématique, de la mort, de la fin de vie, mais aussi du deuil. Et on me rétorquait très souvent, mais c'est glauque, des mots qu'on a employés tout à l'heure, tu vas plomber tout le monde. Résultat, j'arrivais à en passer quelques-uns, mais pas suffisamment à mon goût. Et je voyais qu'il y avait en fait des sites d'information sur tous les grands moments de la vie, toutes les grandes étapes, de la naissance au mariage à la retraite. Mais la mort, on avait complètement oublié qu'on était tous concernés et que la vie était une maladie mortelle. Donc, c'est ça qui m'a fait donner envie de créer en fait Happy End, qui était d'abord un média consacré à la mort. Et l'idée était vraiment de proposer de l'information indépendante sur ce sujet-là et de ne pas laisser simplement les pompes funèbres ou les assureurs qui proposent des contrats obsèques en parler. Pour moi, c'est un sujet d'information important et qui permet finalement, en étant informé, d'être davantage acteur de ce temps de vie, que l'on soit concerné par la préparation de sa propre mort ou que l'on soit un proche d'une personne qui est en fin de vie ou qui est décédée. Et donc, qu'on soit un endeuillé, par exemple. Et donc, sur Happy End, il y a plus de 750 articles sur la thématique. Et il y a 3 parcours qui sont proposés gratuitement, dont un, par exemple, parce que je voyais des questions là à poser, notamment sur le don du corps à la science, sur les directives anticipées, etc., qui permettent de rédiger ses dernières volontés. Alors, je ne parle pas des directives anticipées qui sont différentes, mais des dernières volontés, c'est-à-dire est-ce qu'on veut donner son corps à la science, est-ce qu'on est donneur d'organes, parce que même si on est tous donneurs d'organes, on peut aussi
agir par rapport à et refuser par exemple de donner certains organes ou tous ces organes d'ailleurs, et puis de faire des choix pour ses obsèques. Donc en fait c'est un parcours où on pose des questions et on amène de l'information, parce que ce que je me rends compte, parce qu'on donne beaucoup de conférences et on va à la rencontre des Français sur ce sujet-là, c'est que en fait c'est un sujet qu'on redoute, donc auquel on ne s'intéresse pas de son vivant, ou alors on est confronté. En fait, on s'y intéresse quand on est obligé de s'y intéresser, et souvent c'est suite au décès d'un proche quand on doit organiser ses obsèques. Et je trouve qu'en fait, de ne pas savoir, ça ne nous laisse pas vraiment le choix. C'est-à-dire qu'il y a en fait un champ des possibles sur l'organisation des obsèques qui est très important. Et en fait, je trouve que c'est très important de le faire savoir, de le connaître pour pouvoir justement avoir des obsèques qui ressemblent par exemple aux défunts, ou même soi-même pouvoir préparer, anticiper ses propres obsèques. Donc voilà, sur Appienne, on trouve ce parcours qui permet voilà, de répondre à des questions, de les diffuser à ses proches. Moi-même, j'ai écrit mes volontés il y a plusieurs années maintenant. Je les ai envoyées à ma meilleure amie et à mon conjoint. Et au moins, je sais que c'est écrit, que comme pour les directives anticipées, je pourrais changer d'avis à tout moment, et surtout si la loi évolue, par exemple, si demain on peut se faire pratiquer l'humusation, bah, je choisirai l'humusation et je changerai mes volontés. Mais en tout cas, voilà, j'estime qu'il n'y a pas d'âge pour mourir, et que c'est important, parce que j'entends beaucoup, ils feront bien ce qu'ils veulent, moi je ne serai plus là. Mais en réalité, ce que je peux observer en allant à la rencontre des endeuillés ou des personnes que l'on rencontre lors des conférences, c'est que on ne mesure pas à quel point ne pas savoir pour son proche, par exemple, ce qu'il voulait pour sa fin de vie, ce qu'il voulait pour ses obsèques, ça peut être ça peut troubler beaucoup, ça peut créer de la culpabilité. Je vous donne un exemple tout bête, mais deux sœurs qui ont dû faire le choix du don d'organes pour leur père. En tout cas, la question leur a été posée. Il y en avait une qui disait oui, il aurait voulu donner ses organes, et une autre qui disait non. Si elles avaient su très clairement ce que voulait leur père, qu'il y avait eu une discussion, finalement, il n'y aurait pas eu ce doute qui aurait persisté, etc. De la même façon, on peut choisir la crémation pour un proche, mais finalement, avoir quand même ce doute de dire, mais finalement, est-ce qu'il n'aurait pas préféré être enterré dans le caveau avec la famille, etc. Donc, je pense qu'on a une responsabilité en tant que vivant. Pour moi, c'est un acte responsable que de mentionner. Je veux dire, toute notre vie, on fait des choix pour tous les grands moments de notre existence. Je ne vois pas pourquoi nos obsèques nous échapperaient. Et en fait, le communiquer de son vivant, c'est éviter les questionnements, mais c'est aussi hyper important, éviter les conflits. Parce qu'on ne mesure pas que l'organisation des obsèques suscite des désaccords dans les familles, notamment, je pense à des fratries qui ne vont pas être d'accord sur certains choix. Et en fait, alors qu'ils sont dans un moment de grande douleur, avec aussi une charge administrative, d'organisation qui peut être assez stressante, même très stressante, en fait, on leur rajoute des questionnements, des discussions, et parfois, ça crée aussi des histoires. Aujourd'hui, les pompes funèbres se forment à la gestion des conflits parce qu'il y en a trop qui ont lieu, en fait, dans ce moment qui est déjà très douloureux. Donc, je trouve qu'en fait, anticiper, parler de ça de son vivant, c'est un acte généreux et responsable, et c'est un cadeau, en fait, pour moi, un vrai cadeau à faire à ses proches. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on œuvre aujourd'hui, qu'on travaille. Nous, notre mission chez Appienne, c'est vraiment d'informer, déjà pour que tout le monde ait la même information et se rendre compte qu'il y a plein de possibilités. On parle aussi du rôle des soins palliatifs, des directives anticipées. On ouvre le champ des possibles sur des innovations funéraires, les forêts cinéraires, tout ce qui peut exister, en fait, de différent et auquel on n'a pas forcément accès. Et donc, on fait de l'information, on va à la rencontre du grand public. Il y a notre site, mais il y a aussi, et sur notre site, on trouve aussi tout un parcours quand on vit un deuil, c'est-à-dire qui permet, en fonction de la personne que l'on a perdue, d'identifier les bonnes associations de soutien à côté de chez soi, pour rencontrer des personnes qui ont perdu peut-être la même personne que nous. Je veux dire, on n'a pas les mêmes besoins si on a perdu son bébé, un enfant, son conjoint. Donc, il y a des associations spécialisées, c'est important de les faire connaître. Et puis voilà, et plein de ressources comme des livres qui peuvent être très aidants, des documentaires, tout ce qui peut faire du bien dans ces moments-là où, effectivement, on peut se sentir assez isolé et seul. Ah, c'est moi qui dois passer les slides, j'avais oublié, désolée. Du coup, je ne les passais pas, je pensais que c'était vous. Donc voilà, et donc ça, c'est les parcours dont je vous ai parlé. J'anticipe mon départ, j'organise des obsèques et je vis un deuil. Et puis, on organise, on va aussi, pour moi, la mort, c'est un sujet de dialogue. Effectivement, il y a des réactions toujours de oh là là, mais parfois, même encore quand je parle de mon métier, j'étais à une soirée la semaine dernière, samedi,
la personne a vraiment fait un mouvement de recul. Ah non, je veux pas que tu me parles de ça. Et donc, je le vis vraiment tous les jours. Mais en même temps, je me rends compte que dès qu'on en parle, en fait, les gens, en fait, déjà, ça les intéresse. Et puis, en fait, je pense qu'il y a l'angoisse, le niveau d'angoisse baisse et on se rend compte que finalement, en fait, ça peut être aussi enrichissant que de s'intéresser au sujet. Et puis derrière, en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est la mise en action. C'est-à-dire que quand on organise des conférences et qu'on peut parler de tout ça, on voit que les personnes vont avoir envie plus facilement d'en parler aux autres. Et ce que je dis souvent, c'est, en fait, quand on est malade, quand on a envie de communiquer ses volontés, j'entends beaucoup, que ce soit dans les deux parties, c'est-à-dire des parents qui vont me dire j'essaye de parler à mes enfants de mes volontés, des choix qui sont importants pour moi. Et puis les enfants vont dire, mais qu'est-ce que t'as, maman me parle pas de ça, ça me stresse, etc. Et de la même façon, parfois, j'ai des enfants et de petits-enfants qui me disent, mais moi, j'aimerais bien, je questionne mes parents, mes grands-parents, et ils me disent, mais qu'est-ce qu'il y a, tu me mets déjà dans ma tombe. Donc en fait, c'est vraiment, on se rend compte, un sujet très difficile à aborder en famille, mais ce que je dis souvent, c'est si ce n'est pas possible une première fois, il ne faut pas désespérer, c'est-à-dire qu'il faut y retourner. Il faut. Dans l'idéal, je pense que parfois, ça prend plusieurs tentatives. Il ne faut pas abandonner, en fait. C'est-à-dire que je pense que regarder un film ensemble, et ça peut être l'occasion où on voit une scène d'enterrement, où on voit des choses comme ça, des choix à faire en fin de vie, peut être l'occasion d'aborder le sujet, d'aller ensemble à des obsèques, peut être l'occasion de divulguer des informations sur ses choix. Mais souvent, je dis souvent, il ne faut pas se limiter à un non, parce qu'on n'est pas toujours prêt, et puis parfois, la personne a besoin de cheminer, que ce soit, à tout niveau, en fait. C'est pas... Et parfois, si ce n'est pas possible, je dirais que c'est pas grave. S'il y a des choses qui sont importantes pour nous, c'est important de les communiquer, et on peut faire ça dans son coin. Et puis le rédiger, de toute façon, c'est toujours mieux d'avoir des écrits, parce que, notamment par rapport à ce que j'évoquais dans les familles, si les paroles s'envolent et les écrits restent, et quand on a dit quelque chose à un enfant à un moment, mais qu'on ne l'a pas dit à un autre, les conflits sont pareils. Il y a ça. Donc, un écrit, c'est pour les dernières volontés. C'est ce qu'il y a de mieux, et surtout, pareil, à ne pas déposer chez le notaire, c'est-à-dire à mettre dans un coin sûr avec ses directives anticipées, alors pas sur son espace santé, mais dans un livret de famille si on en a un, etc. Mais voilà, je dirais, s'il y a des choses importantes, les écrire et constituer ce fameux dossier en cas de départ pour faciliter la vie de ceux qui restent, avec toutes les informations qui peuvent être importantes pour eux à ce moment-là. Et à Pienne, nous, on va aussi à la rencontre des professionnels, parce que si on veut, pour les former, parce que si on veut un changement, justement, dans la prise en charge, c'est important pour nous d'aller former les professionnels, parce que même en EHPAD, on se rend compte que la mort est extrêmement taboue, n'est pas dite, parfois n'est pas annoncée aux autres résidents quand un résident décède. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire aussi. Et si on veut qu'on vive mieux ce moment de vie, je pense que c'est important d'agir sur plusieurs niveaux. Je vous ai parlé tout à l'heure que Appienne était aussi une association. Quand j'ai créé Appienne en 2018, j'avais d'abord créé un site, donc un média en ligne, mais très vite, je me suis dit que je rencontrais des gens, du coup, via écran interposé, qui me disaient « Ah, super de parler de la mort, enfin, etc. » Et j'ai eu envie, en fait, d'aller à leur rencontre, parce que je trouvais que si on voulait libérer la parole, c'était bien de le faire aussi dans des moments vivants. Alors, j'ai rien inventé, je me suis inspirée des cafés mortels de Bernard Crétas, qui est un anthropologue suisse qui avait initié les premiers cafés mortels en 2004. Et par contre, pour moi, le nom sonnait pas comme, résonnait pas comme Appienne, en tout cas, avait envie de porter la mission. Et donc, on l'a intitulé les apéros de la mort. Alors, c'est un nom qui peut gêner, penser que c'est de la provocation. Pas du tout. C'est simplement que pour moi, il est important que le mot mort soit réhabilité, qu'on s'arrête de devoir s'excuser quand on doit annoncer la mort de quelqu'un. C'est aussi une façon de revendiquer le statut de personne qui s'approche de la mort, de revendiquer le statut de personne endeuillée. Et voilà, pour moi, ça fait partie un peu de la thérapie généralisée qu'on devrait faire pour arrêter d'être des mortels flippés de la mort. Et puis, voilà, donc c'est des moments, c'est des rencontres au café où on peut parler librement de la fin de vie, de la mort et du deuil. C'est animé par un binôme de bénévoles, dont une personne est formée à l'accompagnement du deuil, puisque dans les apéros de la mort, en fait, viennent beaucoup de personnes endeuillées, je dirais au moins
trois quarts. Parce qu'on se rend compte qu'il y a une injonction de se relever vite qui est très forte, donc il y a un sentiment d'isolement qui arrive très vite, et ces personnes ont besoin en fait de partager leur vécu, leur expérience, et d'échanger avec d'autres personnes qui vont pouvoir les comprendre. Donc voilà, et on a des déclinaisons des apéros de la mort. On est présent dans 48 villes de France, et on a des déclinaisons pour les veuves précoces qui s'appellent les petites veuveries entre amis, et les orphelinades pour les orphelins jeunes adultes. Voilà, là c'est des groupes de pères. Donc voilà, vous êtes tous les bienvenus. En tout cas, si un jour vous avez envie de partager ce moment avec nous. Et enfin, je vous disais, dans les familles ou même en établissement, en EHPAD, etc. Enfin, la discussion autour de la mort est difficile. Et comment dire ? Et je me rends compte qu'il y a notamment en EHPAD, une vraie difficulté d'aborder le sujet des directives anticipées. Enfin, voilà, c'est toujours à quel moment je dois en parler. Est-ce que c'est au moment de l'entrée du résident, enfin, voilà, ou même en soins palliatifs. Hein. Et du coup, on a initié ce jeu avec 2 minutes de bonheur. Peut-être que vous connaissez, c'est des jeux de conversation. Et on a donc créé 2 minutes pour une happy end. Et c'est un jeu qui invite à dialoguer, mais autour de la mort, mais autour de la vie, puisqu'on disait tout à l'heure en tout début qu'on va surtout parler de la vie. Et en fait, c'est un jeu qui permet de susciter le dialogue. Hein. Moi, j'y joue en famille avec mes ados. Hein. Mais qui invite finalement à presque faire des bilans de vie, de revenir sur les grands moments de notre existence, sur notre vision de l'amour, sur une tradition qu'on aimerait transmettre. Et il y a aussi des questions un peu plus touchy, si on peut dire, mais qui vont être et si tu avais une personne de quelqu'un à nommer, quelle serait-elle l'endroit où tu aimerais reposer. Donc voilà, il y a aussi des questions qui permettent potentiellement d'exprimer des choix pour sa fin de vie, pour ses obsèques, mais je dirais que c'est surtout un jeu qui permet d'exprimer des émotions et de partager des expériences et voilà, donc de parler de la vie et de son expérience de vie. Voilà pour la partie sur Happy End. Merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de commentaires, questions qui disent vraiment que ça fait du bien en fait d'entendre toutes ces infos et de découvrir ces propositions. Donc, avec par exemple, est-ce qu'on peut vraiment boire un verre pendant l'apéro? Ah oui, on boit des verres pendant l'apéro, oui. Pas trop de verre, mais pas trop de verre, mais on en boit, bien sûr. C'est un moment convivial. Du coup, moi, je voulais revenir aussi juste sur une petite anecdote d'il y a quelque temps sur le fait d'en parler et finalement d'en parler. Alors, c'est ce que tu disais, ça libère, ça permet aussi d'informer tout le monde et finalement de ne pas faire peser le choix à ceux qui restent et de les mettre parfois dans une situation qui est difficile. Et alors moi, j'ai gardé, mais ça comme vraiment une petite histoire que je trouve formidable d'une amie maintenant décédée, donc d'un cancer du sein. On s'était vu pas mal quand elle venait dans son centre spécialisé. Et c'est quelqu'un qui habitait en région, une dame, une grand-mère, voilà. Et puis un jour, elle me dit, ah, tu sais, je suis allée choisir ma tenue de cercueil. Et en fait, je sais, qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais en fait, je suis allée avec ma fille et ma petite fille dans une boutique choisir ma tenue. Quand j'ai dit à la vendeuse que je voulais une tenue de cercueil, la vendeuse, elle ne savait pas trop quoi penser. Et du coup, en fait, ce que j'ai trouvé joli, c'est que ça avait été visiblement un super moment pour elle, sa fille, sa petite fille. Et je me suis dit aussi que le jour venu, c'était quelque chose, c'est tout bête en fait. Comment on habille la personne, c'est quoi les vêtements on n'est pas obligé d'aller s'acheter une tenue de cercueil, mais en fait de dire typiquement, moi j'aimerais bien ce petit pull que j'adorais, ou je sais pas quelle tenue, ou quoi. Enfin, en tout cas d'en parler. En fait, ça peut vouloir dire quelque chose pour la personne, qui est concernée, mais en fait ça aide aussi les proches. Et je trouve qu'il y a aussi vraiment cette idée, et puis même je me suis dit que certainement pour cette famille, elles ont dû avoir un petit sourire dans leur peine de perdre leur maman et grand-mère. Elles ont dû avoir un petit sourire aussi de ce moment un peu rigolo dans cette boutique de vêtements. Donc ça, c'était pour dire que je pense vraiment que c'est libérateur. Je redisais que j'avais fait l'expérience de ces apéros de la mort. J'avais trouvé que ce qui était formidable, c'était que tout le monde était concerné en fait.
Et quand on perd quelqu'un, un ami, un conjoint, un parent, finalement, beaucoup d'entre nous, on est gênés, on ne sait pas très bien quoi dire à nos amis, nos collègues. Comme tu dis, c'est plombant. Et là, en fait, il n'y a pas ce truc de c'est plombant. C'est juste qu'on a. Et le fait d'être accompagné aussi par des professionnels ou bénévoles formés, on est guidé, en fait. On n'est pas non plus abandonné dans ces moments où on est un peu suspendu dans une expérience qui est quand même douloureuse. Du coup, j'avais une question qui résonne avec des questions qui sont sur le fil, peut-être pour le docteur Traeger, là. En fait, on a plusieurs questions autour du don d'organes, du don des organes ou du don de son corps à la science. Donc déjà, première question, parce que quand on a un cancer, est-ce qu'on peut donner ses organes? J'allais dire, est-ce qu'on peut donner son sang? Je ne crois pas. Est-ce qu'on peut donner ses organes? Je ne sais pas. Et est-ce que la science veut de notre corps? Et si oui, à qui on le dit? Alors, est-ce qu'on peut donner ses organes? En fait, ça dépend du type de cancer qu'on a eu. Voilà, parce que comme on le disait tout à l'heure, on guérit aussi du cancer et donc on peut avoir un antécédent de cancer et on peut donner ses organes. Il y a différents types d'organes. Alors, il y en a certains qu'on ne pourra pas donner, puis d'autres, oui. Donc, c'est toujours possible. Vous pouvez vous renseigner sur les sites gouvernementaux des dons d'organes, mais on peut aussi, si on a une maladie, par exemple métastatique, et qu'on ne pourra pas faire bénéficier de ces organes, on peut quand même donner son corps à la science. Et ça, c'est toujours possible. Et ça, il suffit aussi d'en faire les démarches de son vivant. Ça, c'est important. Hein. Si vous êtes dans cette optique-là, ce besoin-là, de l'exprimer et de faire les démarches nécessaires pour que après vous puissiez informer vos proches de ces choix-là. Merci. Alors, je crois, j'étais en train de faire le tour des questions. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions ce soir. Donc, bonne nouvelle. Est-ce que Sarah, vous vouliez rajouter quelque chose, ou le docteur Traeger, est-ce qu'il y avait des informations? Je vois juste une question sur où est-ce qu'on écrit ses volontés, où peut-on écrire ses desiderata pour les obsèques, de Maleka. En fait, sur un papier libre, ou alors vous allez sur Appian et vous répondez aux questions et elles sortent directement, mais sinon, c'est sur papier libre, en fait, vous écrivez tout simplement s'il y a des choses importantes pour vous, si vous voulez une crémation, une inhumation, le lieu où vous voulez être reposé, si vous voulez voilà, une musique qui est importante pour vous, enfin, si vous voulez qu'un texte en particulier soit lu, tout ça, ça peut être écrit. Moi, je dis souvent aussi quelque chose d'important, c'est d'écrire la liste des personnes à prévenir pour vos obsèques. Parce que, par exemple, en tant qu'enfant, moi, je n'ai pas tous les numéros d'amis de ma mère, je n'ai pas son code de téléphone. Donc, ça peut être aussi, je trouve, un grand service rendu pour justement s'assurer que… Voilà. Et en fait, vous les mettez sur papier libre. Si vous avez un livret de famille, sachez que le livret de famille, c'est vraiment le document qui m'emmène aux obsèques au moment de l'organisation, parce que c'est comme ça qu'on déclare le décès. Et si on n'a pas de livret de famille, dans un dossier chez soi, et puis de tenir au courant des proches, de dire voilà, j'ai un dossier, j'ai mis des choses pour mes volontés, etc. Mais voilà, surtout pas en tout cas chez le notaire qui arrive bien trop tard dans le circuit. Oui, c'est vrai. Moi, je voulais merci beaucoup pour tout ça. Et je voulais aussi partager quelque chose qui a été discuté ces dernières semaines sur nos réseaux. C'est peut-être quelque chose qui est proposé par les équipes de soins palliatifs dans certaines situations. Et quand il y en a, c'est de rencontrer une biographe hospitalière. Et en fait, on a notamment… ça peut être pour tous les âges, mais ça a été pas mal aussi plutôt des familles assez jeunes où il y a vraiment cette question de comment je fais trace pour mes enfants. J'ai envie qu'ils grandissent avec quelque chose que j'ai préparé pour eux, etc. Mais ça peut être aussi un grand-parent ou autre. Enfin, il n'y a pas de question d'âge en fait. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Est-ce que c'est quelque chose qui si on est intéressé par ces démarches, où est-ce qu'on peut trouver ça? Voilà. Il y a deux types de biographes hospitaliers.
il y a 2 associations qui les portent, c'est Passeurs de vie, Passeurs d'histoire et Traces de vie. Alors, malheureusement, elles ne sont pas encore présentes dans tous les hôpitaux de France, mais c'est un mouvement qui se développe. Et d'ailleurs, il y a 2 diplômes universitaires aujourd'hui qui forment les biographes hospitaliers. Et ce sont effectivement des personnes qui sont amenées à intervenir dans les soins palliatifs en fin de vie, plus souvent. Traces de vie, c'est un peu différent, mais pour recueillir la parole de la personne. En fait, parfois, elle va la voir une fois, parfois, elle va la voir 15 fois, et en fait, elle va relater, elle va tisser un fil de son histoire qui sera ensuite donné sous forme de livre, mais parfois, souvent plusieurs mois après, aux proches, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un besoin d'un temps quand même avant que le livre soit remis. Et on se rend compte d'ailleurs que ces biographes, leur présence est aussi favorable pour les équipes soignantes qui parfois justement, ce sont aussi des intervenants qui font du bien aux soignants, aux familles, mais aussi, et c'est vraiment des interventions qui font du bien à tout le monde en fait, et qui permettent des temps de dialogue, et ça permet aussi à des personnes de déposer des choses importantes pour eux en toute fin de vie. Merci beaucoup. Laure, tu avais encore une question ou... Non, après, on pourrait rester toute la soirée, mais je crois qu'on peut déjà vous remercier énormément pour tout le temps consacré pour ce sujet complexe, mais qui a permis de libérer la parole déjà ce soir. Et on va relayer toutes ces informations, et le replay sera partagé dans quelques jours pour retrouver les infos, etc. Et merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, effectivement, d'avoir. Il y avait des commentaires qui disaient merci d'avoir parlé avec autant de délicatesse et d'un sujet comme ça qui peut être sensible, comme a dit le docteur Trager. Donc, merci beaucoup, bonne soirée et à bientôt.